Salut! Aujourd'hui je te propose encore une nouvelle vidéo sur le sujet du vidéoclip. Mais cette fois-ci en me focalisant davantage sur l'industrie du cinéma. Qu'est-ce que le vidéoclip a apporté au cinéma? Mais aussi qu'est-ce que cela soulève comme problème pour la création cinématographique? Ce sont les questions que je tâcherai de répondre dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Comme je te l'ai déjà expliqué dans ma précédente vidéo, l'essor du vidéoclip a surtout été lié au développement des nouvelles technologies et de l'industrie du cinéma. Ce n'est qu'à partir de la fin des années 70 que les maisons de disques vont utiliser le vidéoclip en tant qu'outil de promotion. Dès 1902, l'industriel Léon Gaumont engage sa secrétaire Alice Guy pour réaliser des phonocènes avec un dispositif combinant images animées et enregistrement sonore, le chronophone. Ces films étaient diffusés dans des lieux de divertissement public, tels que les brasseries, les cafés-concerts ou encore les foires, afin de promouvoir et de commercialiser ces nouveaux appareils. Ainsi, les premiers clips de l'histoire, bien avant les Scopitones et les Cinéphonies, vont apparaître. On retrouvera des mini-films de 3 minutes, mettant en scène des vedettes de cafés-concerts de l'époque, interprétant en playback des chansons, des airs d'opéra populaire ou des opérettes. En 1930 sort sur grand écran un court-métrage réalisé par Germaine Dulac, Celles qui s'en font, qui est une mise en image de 2 chansons de Fréhel, Toute seule et À la dérive. On considère souvent ce mini-film comme le premier vidéoclip de l'histoire du cinéma. À ce moment-là, Germaine Dulac appartenait à un groupe de cinéastes d'avant-garde que l'on qualifia de cinéma impressionniste. Ce groupe va œuvrer sur l'image seule afin de revenir à un cinéma pur, éloigné du théâtre et du roman. L'un d'entre eux, Jean Epstein, sera embauché par la firme Synchrociné pour réaliser des chansons filmées afin de promouvoir leurs nouveaux appareils. Par la suite, d'autres cinéastes d'avant-garde vont réaliser des cinéphonies pour le compte de la Compagnie des grands artistes internationaux. Dimitri Kirsanov va réaliser les berceaux, mélodie composée par Gabriel Fauré sur un texte de Sully Prudhomme. Ce court-métrage s'apparente à ce qui se fait dans l'univers du clip à notre époque, à savoir un chanteur qui interprète sa chanson et un univers visuel qui s'ajoute en guise de décor. Il a aussi réalisé La Fontaine d'Aréthuse sur une musique composée par Karol Szymanowski, clip qui nous raconte une histoire inspirée de la mythologie grecque. Tandis que Marcel L'Herbier va réaliser un film musical sur le recueil de pièces de piano Children's Corner par Debussy. Par ailleurs, il y a aussi eu des expérimentations d'avant-garde en ce qui concerne la relation entre l'image et la musique dans le cinéma d'animation. Des vidéastes tels que Norman McLaren, Oscar Fischinger ou encore Len Lié vont essayer de traduire visuellement la musique dans des vidéos expérimentales. Oscar Fischinger travaillera pour Walt Disney. Dès 1937, le célèbre studio d'animation va entreprendre la réalisation du court-métrage L'Apprenti sorcier. Mise en image du morceau éponyme composé par Paul Dukas, car à ce moment-là, le personnage de Mickey commençait à décliner. L'enjeu de ce court-métrage était donc double. D'une part, Walt Disney voulait réconcilier le jeune public avec la musique classique. D'autre part, c'était aussi un moyen de diffuser le film dans un autre lieu que le cinéma, à savoir les salles de concert. En 1940, le projet se poursuit avec la création du long-métrage Fantasia, que l'on peut considérer comme une suite de séquences clips, dans lesquelles sont mises en image de nombreux clips musicaux, tels que la Toccata et la Fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, des extraits de Casse-Noisette de Tchaïkovski, le Sacre du printemps de Stravinsky, ou encore la Symphonie pastorale de Beethoven. Dans les années 60, les Scopitones étaient encouragés par les fabricants de jukebox qui souhaitaient faire la promotion de leurs supports de diffusion. Si l'industrie du cinéma a autant misé sur le développement de ces supports, c'était avant tout pour trouver un autre débouché que le circuit classique des salles de cinéma, qui était alors en perte de vitesse. Après la création de MTV, le vidéoclip continuera à être un énorme laboratoire expérimental, vivier d'essais techniques et artistiques, d'où émergent des effets visuels novateurs qui influenceront le cinéma. Il a souvent été l'objet d'expérimentations liées aux effets spéciaux et au trucage, et a été un terrain fertile pour le développement du cinéma d'animation. Quelques années après les premiers films de Walt Disney, dans lesquels les images sont parfaitement synchronisées avec la musique,
Michel Gondry fera pareil dans le clip Around the World de Daft Punk, dans lequel chaque groupe de danseurs performe un élément de piste sonore. Il continuera à expérimenter de nouveaux rapports entre image et musique. Comme il l'expliquait dans une interview, faire un clip de 3 minutes requiert moins de temps que la réalisation d'un long métrage qui nécessite 4 ans de tournage. On peut voir tout de suite le résultat. Le clip permet alors de tester et d'examiner les procédés cinématographiques. Par ailleurs, l'intérêt pour un cinéaste de réaliser un clip est de pouvoir se donner la liberté de réaliser un film qui serait jugé trop expérimental pour être diffusé dans le circuit du cinéma traditionnel. En 1985 sort le clip Money for Nothing de Dire Straits. Ce fut le premier clip à utiliser des images produites par ordinateur. La même année sort le clip Rotten Nowhere du groupe Talking Heads, réalisé par Steven Johnson et le Hardman Studio. Ce clip regorge d'effets spéciaux et d'effets visuels en tout genre, parmi lesquels la technique du stop motion. L'année suivante sort Sledgehammer de Peter Gabriel, réalisé par la même équipe et qui utilisera la même technique. Idem pour les clips Big Time et Steam qui sortiront par la suite. Ainsi, le Hardman Studio a pu diffuser des travaux de recherche liés à l'animation 3D dans des courts-métrages et des clips. Cela a permis au cinéma d'animation de se développer et de s'introduire progressivement sur grand écran. Le film d'animation Wallace et Gromit, sorti en 2005, sera l'aboutissement de ces nombreuses années de recherche. En 1986, un groupe de producteurs et de réalisateurs ont fondé une société de production qui va révolutionner Hollywood, Propaganda Film. Cette compagnie, qui réalise des spots publicitaires et des clips, va devenir un véritable laboratoire de son et d'image. David Fincher, Spike Jonze, Mark Romanek ou encore Michael Bay y ont fait leurs premières armes avant de se lancer dans le cinéma. Par exemple, le clip Roll With It de Steve Winwood réalisé par David Fincher expérimente des procédés qui seront repris dans le film Panic Room. Tandis que le clip I Would Do Anything for Love de Meat Loaf, qui a été réalisé par Michael Bay, a pu mettre en œuvre des effets spéciaux qui vont servir au film Transformers 5. Comme je te l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, certains clips ne se contentent pas d'une simple illustration visuelle, et s'apparentent à de véritables courts-métrages cinématographiques. Le clip s'apparente à un tremplin pour le cinéma pour beaucoup de réalisateurs. Claude Lelouch a réalisé énormément de scopitones pour les chanteurs de l'époque avant de réaliser des films. Aux États-Unis, il y a eu Tony Scott, David Fincher, Spike Jonze, Mark Romanek, le couple Jonathan Dayton et Valérie Faris, et bien d'autres encore. Ma liste est bien loin d'être exhaustive. En France, il y a eu Jean-Pierre Jeunet, Olivier Dahan, ou si je prends un exemple encore plus récent, Leila Si. Cette réalisatrice a réalisé de nombreux clips pour le monde du rap, notamment pour Kerry James, avant de tourner le film Banlieusard. Dans une interview, elle expliquait que le clip, c'est un peu comme une école de cinéma dans laquelle on apprend différentes configurations techniques. Et puis il y a aussi eu certains chanteurs qui ont voulu devenir acteurs. Je t'ai parlé du cas de Mylène Farmer de Laurent Boutonnat, qui aspirait à faire du cinéma à l'origine. D'ailleurs, le langage visuel de Laurent Boutonnat est beaucoup plus proche du cinéma que du clip. Il y a aussi eu une chanteuse, Buzzy, dans les années 80, qui aspirait à devenir actrice dans une comédie musicale. Pour sa chanson Adrian, elle demanda à Eton McConnico, qui travailla en tant que directeur artistique auprès de Jean-Jacques Benex, de lui réaliser son clip. Ce qu'il accepta, car lui aussi, en fait, il voulait devenir réalisateur. Parfois, le clip a été aussi une sorte de gagne-pain pour des réalisateurs fauchés, dont les longs métrages n'ont pas fonctionné au cinéma. Si je prends l'exemple de l'un des tout premiers clips de l'histoire du cinéma, le court-métrage La Petite Lini, réalisé en 1927 par un réalisateur ayant fréquenté des cercles d'avant-garde, Alberto Cavalcanti. Il s'agit de l'illustration visuelle d'une chanson écrite par Louis Bennec et Eugène Gavel, et composée par Darius Milhaud. C'est un court-métrage cinématographique qui nous raconte une histoire. Celle d'une prostituée qui cherche à s'échapper des griffes d'un proxénète. Le réalisateur a embauché l'actrice Catherine Essling et son mari le cinéaste Jean Renoir pour les rôles principaux. Auparavant, ils avaient tous les deux essuyé des échecs commerciaux au cinéma avec leurs longs métrages. Cependant, Catherine Essling voulait vraiment continuer dans le cinéma afin de devenir une vedette. Du coup, s'essayer au court-métrage lui permettait de faire du cinéma sans avoir cet impératif de rentabiliser les coûts de production. Par ailleurs, si Claude Lelouch a dû réaliser des scopitones, c'est parce qu'il a dû rembourser l'échec de son premier long-métrage au cinéma. Néanmoins, certains acteurs et réalisateurs qui ont fait leurs preuves dans le 7e art vont tout de même continuer à œuvrer dans le clip. Par exemple, il y a eu Spike Jonze qui a continué à réaliser des clips,
même après le succès du film Dans la peau de John Malkovich en 2000. Des réalisateurs comme Gus Van Sant et Luc Besson ont continué à faire des clips tout au long de leur carrière. Par ailleurs, des acteurs vont faire des apparitions dans les clips. Ce fut le cas de Christopher Walken dans le clip Bad Girl de Madonna, réalisé par David Fincher, ou encore Isabelle Adjani dans le clip Pull Marine de Luc Besson, qui sera l'année suivante à l'affiche de son film Subway. Alors âgé de 18 ans, l'ex-enfant star Macaulay Culkin joue dans le clip Sunday de Sonic Youth. Mon hypothèse est qu'à ce moment-là, il cherchait à se reconvertir dans un autre type de rôle. Après avoir été propulsé par le succès de Taxi en 1998, Marion Cotillard continuera à faire son apparition dans de nombreux clips, tels que Giving Up du groupe Heartfire, More Than Meets the Eyes de Yodelis et The Next Day de David Bowie. Dans le clip Voodoo in My Blood de Massive Attack, l'actrice Rosamund Pike pastiche la célèbre scène du film Possession, dans laquelle Isabelle Adjani est en proie à une crise de convulsion dans le métro. Souvent, le clip donne carte blanche à l'acteur, afin qu'il exprime un talent particulier, comme ce fut le cas pour l'acteur Christopher Walken, qui devient danseur dans le clip Weapon of Choice de Fatboy Slim. Le clip s'apparente à un espace de liberté pour l'acteur, comme un moyen de s'essayer à un autre genre de film, ou à un autre type de rôle. Par exemple, dans le clip More Than Meets the Eyes, Marion Cotillard devient une danseuse de comédie musicale. Dans le clip The Next Day de David Bowie, elle joue le rôle d'une prostituée. Souvent, le clip se contente de pasticher des œuvres cinématographiques déjà connues. Il s'apparente alors à un exercice de style. On y retrouve de nombreux hommages au 7e art. Les clips Radio Gaga de Queen et Express Yourself de Madonna en hommage à Metropolis de Fritz Lang, The Chauffeur de Duran Duran en hommage à Portier de nuit de Liliana Cavani, Karma Police de Radiohead en hommage à Christine de John Carpenter, Material Girl de Madonna en hommage à Les hommes préfèrent les blondes d'Howard Hawks, Living Dead Girl de Rob Zombie en hommage au film Le cabinet du docteur Caligari de Robert Wiene, Tonight Tonight des Smashing Pumpkins en hommage au film Le voyage dans la lune de Georges Méliès. Ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres. Les réalisateurs réinterprètent des références et peuvent même mettre en relation différentes œuvres cinématographiques au sein d'un même clip. Souvent, la pastiche a une connotation péjorative. Elle est perçue comme du plagiat ou comme un manque d'inventivité, voire une solution de facilité. Cependant, même un cinéaste comme Brian De Palma a pastiché de nombreux maîtres du cinéma, notamment Hitchcock, dont il cherchait à comprendre le fonctionnement des œuvres. Dans le fond, le clip s'apparente à une esquisse ou à un croquis. C'est un peu comme les peintres qui font des copies de grands maîtres afin de se former l'œil et la main. Cela permet d'apprendre son métier et de développer son style. Dans le cas du couple Jonathan Dayton et Valérie Faris, qui a réalisé de nombreux clips pour des artistes tels que Red Hot Chili Peppers ou encore Smashing Pumpkins, on retrouve le même style visuel graphique kitsch et pop dans le film Little Miss Sunshine. Parfois aussi, le clip peut s'apparenter à une tentative de long métrage avorté. Ce fut le cas pour le clip Love Is All de Roger Glover, par exemple. À la base, le réalisateur avait prévu un long métrage d'animation, The Butterfly Ball, en parallèle à l'album éponyme de Roger Glover, qui en aurait été la bande-son. Finalement, la chanson n'a pas rencontré de succès auprès du public anglo-saxon, elle n'a cartonné qu'en France et aux Pays-Bas. Donc finalement, le projet a été abandonné. Et puis le clip The White Boys de Duran Duran, réalisé par Russell Mulcahy, devait aussi être un long métrage à la base, avec l'album de Duran Duran pour bande originale. Ce clip a coûté très cher, car il a nécessité la reconstitution d'un décor gigantesque en studio. Ce qui explique pourquoi le réalisateur a finalement abandonné la réalisation du long métrage, et a plutôt choisi d'intégrer le clip à un film de concert du même groupe. Les vidéoclips ont contribué à l'essor de nouvelles images sur grand écran, mais a aussi formaté le regard des jeunes générations, en dynamisant leur capacité de réception et d'acceptation. Les images de vidéoclips sont codifiées. C'est avant tout un langage efficace, visant l'essentiel. Ce sont souvent des images immédiates, facilement mémorisables et compréhensibles, avec un rythme rapide, qui doivent attirer et maintenir constamment l'attention du spectateur. Des films réputés pour leur esthétique clipesque, tels que Le Grand Bleu de Luc Besson, Fight Club de David Fincher, ou encore les films de Xavier Dolan, ont surtout rencontré du succès auprès d'un public adolescent. Évidemment, cela fut l'opportunité pour l'industrie du cinéma d'amener un public de jeunes dans les salles.
Néanmoins, l'influence du vidéoclip sur le cinéma soulève certains problèmes. En 1995, un groupe de cinéastes s'opposa à cette déferlante clipesque du cinéma hollywoodien. Il s'agit de Lars von Trier et Thomas Winberg qui vont lancer le coup d'envoi avec un manifeste iconoclaste, le Dôme 95. Le cinéma serait devenu formaté, superficiel, moins émouvant, moins surprenant, sans aucune inventivité, et se complaisant dans l'autosuffisance avec ses effets tape à l'œil. Ce dogme s'opposait entre autres à l'utilisation des effets spéciaux, à la diffusion de la musique pour la mise en scène des acteurs, et le refus de tourner en studio. Le parti pris de ces réalisateurs a été radical, voire extrémiste. Si je devais donner mon point de vue là-dessus, je dirais que le véritable problème, ce n'est pas l'utilisation d'effets spéciaux ou de musique en dehors du film, mais c'est plutôt que certains réalisateurs se contentent de jeter de la poudre aux yeux afin de cacher la vacuité de leur film. Disons que la virtuosité technique devrait rester un moyen et non devenir une fin en soi. En fait, ce que les critiques de cinéma ont souvent reproché aux réalisateurs de clips qui se lancent dans le cinéma, c'est de se focaliser uniquement sur les effets visuels et graphiques, quitte à sacrifier la qualité du scénario et la mise en scène d'acteurs. Je suis désolée, mais malgré le succès de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, je ne considère toujours pas Michel Gondry comme légitime dans le domaine du cinéma. Je n'ai rien contre ce mec qui fait ses clips, mais pour moi je le rattache pleinement à la vidéo expérimentale. C'est un truqueur d'images, il ne se contente que d'effets de surface. Chez lui, ce n'est pas le jeu d'acteur qui fait illusion, mais c'est plutôt le décor. Dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, il choisit de faire transparaître l'évolution intérieure de ses personnages, uniquement par des changements de couleur de cheveux ou par des effets visuels. Dans ma vidéo consacrée à Xavier Dolan, je t'avais dit que je trouvais ces scénarios mal ficelés, qui manquaient de ressort dramatique et que ces histoires n'avançaient pas. Pour en revenir au Dôme 95, un autre point a été soulevé, celui de la place de la musique au cinéma. Comme le mettait en avant Claude Lelouch dans une interview, la différence qui existe entre réaliser une publicité et un vidéoclip est que dans le second cas, c'est la musique qui dicte la mise en scène des acteurs et le rythme des images. Ainsi, ce réalisateur diffuse de la musique lors de ses tournages et dirige le jeu d'acteurs en playback par-dessus. Par ailleurs, à la fin des années 20, Jean Cocteau s'indignait de la mise en image de la chanson La Petite Lémie, le court-métrage dont je t'ai parlé tout à l'heure. Pour lui, cela s'apparentait à une forme de dénigrement de la musique. Avec l'essor des films de Walt Disney à partir des années 30, on avait tendance à percevoir la mise en image de la musique comme une sorte de sacrilège. L'image, dans le fond, n'est pas si innocente que ça. Si bien que l'on a reproché au clip de vouloir nous imposer un imaginaire. En fait, cette recherche de fusion entre la musique et les images a souvent suscité des controverses. Néanmoins, il existe tout de même des exemples de clips dans lesquels les images et la musique fonctionnent indépendamment l'un de l'autre. Dans le cas où le clip s'apparente à un court-métrage cinématographique, le réalisateur de clip se fait l'équivalent d'un compositeur de musique de film. Cela change tout à fait le rapport traditionnel entre l'image et la musique. Car au cinéma, c'est plutôt la musique qui s'adapte aux images. Dans le clip, c'est l'inverse. Dans ma précédente vidéo, je t'ai parlé du clip November Rain de Guns N' Roses et des clips de Mylène Farmer, dans lesquels l'histoire racontée par le clip est différente de celle racontée par la chanson. Par exemple, la chanson November Rain raconte l'histoire d'un couple qui cherche à surmonter ses problèmes, tandis que le clip nous montre le mariage d'un couple heureux. Dans la chanson California, Mylène Farmer exprime les sentiments qui la poussent à s'exiler aux États-Unis dans les années 90. Tandis que le clip nous raconte l'histoire d'une prostituée qui se fait assassiner par son proxénète et qui se fait venger par une bourgeoise à la fin. Par ailleurs, dans les cas de Smooth Operator de Sade et de Self Control de Laura Branigan, le clip en dit plus long que la chanson, en nous révélant des éléments clés de l'histoire racontée par la chanson. Par rapport à la comédie musicale et aux vidéos expérimentales de Norman McLaren et de Michel Gondry, le court-métrage cinématographique permet à la musique et au cinéma de conserver leur propre autonomie. En définitive, il y a eu peu d'auteurs de cinéma qui ont réalisé des clips, tandis que la plupart des réalisateurs de clips restent souvent cantonnés au cinéma grand public. Souvent, il y a eu un certain mépris de la part du cinéma intellectuel vis-à-vis du clip. En général, quand un critique de cinéma dit qu'un cinéaste a une esthétique clipesque, c'est plutôt péjoratif.
À ses débuts, Brian De Palma a réalisé un clip pour Bruce Springsteen, puis il a vite renoncé à tourner des clips, estimant que ce n'était pas assez intéressant pour lui et que ce n'était que de la publicité. Pourtant, Jean-Luc Godard a lui aussi réalisé des vidéoclips. Il en a réalisé un pour Patrick Juvet sur sa chanson Faut pas rêver. Celui-ci se démarquait nettement de l'imagerie spectaculaire des clips et avait même tendance à se rapprocher de la publicité politique. Puis il a aussi réalisé un clip sur la chanson Plus haut de France Gall. C'est un clip qui est dans la même veine expérimentale que Histoire du cinéma qu'il avait entrepris à l'époque. À savoir un film qui comporte des collages, des citations d'œuvres d'art et des extraits de films. Il n'a été diffusé qu'une seule fois sur M6 et basta. Ces clips sont vite passés à la trappe et sont restés inconnus du grand public. Idem pour James Run Free et Incinerate, deux clips que Claire Denis a réalisés pour Sonic Youth. Ces clips étaient sans doute trop conceptuels pour le public. C'est pour cette raison que je persiste à croire qu'il existe une incompatibilité entre une démarche de cinéaste d'auteur et de réalisateur de clips. Le clip vidéo et le cinéma d'auteur, c'est un peu comme le rock et la musique classique, c'est deux univers bien distincts qui n'ont rien à faire ensemble. En fin de compte, je crois que le clip a surtout profité au cinéma grand public et à la publicité. Voilà, j'espère que ma vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager et à t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Sur ce, je te dis à bientôt.